Bonjour, c'est Sidonie. Bienvenue et merci d'écouter L'humain derrière l'étiquette. J'espère qu'il vous inspirera à aller à la rencontre de l'autre et de vous-même. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des épisodes à venir. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de L'humain derrière l'étiquette. Aujourd'hui, je suis avec Stéphane. Bonjour. Bonjour Stéphane, merci d'être là. Alors, dans un premier temps, Stéphane, est-ce que tu peux te présenter en tant qu'être humain, s'il te plaît ? En tant qu'être humain, je suis Stéphane, voilà, j'ai 45 ans, j'habite dans le Sud-Manche et je suis musicien et j'ai aussi plein de casquettes. Alors, tu vas nous parler de tes casquettes. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ta casquette principale ? Alors, ma casquette principale, c'est d'être artiste sur scène, donc je suis musicien, chanteur et un peu comédien aussi. J'ai d'autres casquettes aussi, celle de producteur, celle d'auteur, de compositeur, de manager, de booker. Et c'est déjà pas mal de choses à faire. Multipotentiel. En tout cas, multicarte. Multicarte, ça marche. Et du coup, là, donc moi, je t'ai connu par le biais du groupe Olifant. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce groupe ? Olifant, on a monté ce projet-là il y a maintenant 18 ans avec mon compère Olivier, d'où le nom Olifant, O-L-I pour Olivier. J'avais même pas fait le lien. Olifant pour Stéphane. Alors, okay. Il y en a qui disent Olifant, d'autres disent Olifant. Nous, entre nous, on dit Olifant. Okay. Voilà, et donc ce projet, c'est super puisque ça nous a permis de réaliser 6 albums, des clips, presque 900 concerts dans toute la France, principalement dans le Grand Ouest. Et voilà, on est ravis, on vit de ce projet-là depuis 12 ans même. Et du coup, le public pour ce projet, pour le groupe, c'est quoi ? C'est le jeune public et la famille. Et pourquoi du coup ce choix ? Alors ce choix était très simple, en fait Olivier était intervenant en musique, voilà, moi aussi j'étais intervenant en musique en milieu scolaire, spécialisé et puis petite enfance. On jouait ensemble dans des groupes de la région de Granville et moi j'écrivais des chansons et il m'a remplacé à un moment parce que je m'étais cassé les ligaments au foot, voilà, donc il m'a remplacé sur mon poste et puis je lui ai proposé de mélanger nos chansons, de créer un petit spectacle ou un concert sans prétention au début, et on a fait un premier album en 2010 et l'album s'est vendu en moins de 6 mois et le téléphone sonnait et voilà, et depuis voilà. C'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que c'est parti. Mais du coup toi t'as toujours voulu faire un métier dans la musique, comment ça a démarré ce parcours en fait ? Alors moi j'ai commencé la musique à 16 ans, donc un copain se met à la guitare, moi je dis je vais me mettre à la basse, 2 mois après j'étais sur scène et j'étais le chanteur et bassiste pour le coup, et des reprises, on répétait le mercredi, le week-end avec les copains, un parcours de musicien, j'ai envie de dire classique, autodidacte. J'ai continué à jouer, là je me suis ouvert sur la musique du monde, sur le jazz, j'ai pris des cours au camp de jazz action, après j'ai attaqué la contrebasse aussi au conservatoire de Caen, sur 3 ans, et puis je jouais toujours dans des groupes de la région, dont un groupe qui a bien marché qui s'appelait La Tête à Toto à l'époque, avec des tournées, etc. C'était chouette, j'ai fait ça pendant 3 ans et au sorti de ce projet-là, j'ai eu l'idée de monter Olifant et donc j'ai proposé à Olivier de me rejoindre, il m'a dit oui. On a commencé par un spectacle qui s'appelait Les Deux Potes, donc c'était l'histoire du pot de terre et du pot de fer qu'on a refait un petit peu à notre sauce. C'est quoi cette histoire ? Le pot de terre et le pot de fer, le pot de terre contre le pot de fer. Alors c'est la légende qui en fait le pot de fer il se croit plus fort que le pot de terre, mais c'est un peu la même. C'est David et Goliath un peu. Oui voilà, David et Goliath, voilà. Ou le lièvre et la tortue, dans cet esprit-là. Donc là c'était déjà pour les enfants. Ah oui, c'était déjà pour les enfants. Olifant, ça s'est créé comme ça, c'est-à-dire on écrit pour les enfants, et mais sans oublier qu'ils vont pas venir tout seuls en mob parce qu'ils ont pas d'âge. Donc il y aura forcément des parents là-dedans. Et nous on avait dans nos parcours vu des spectacles pour enfants qui cloisonnaient vraiment l'univers des enfants avec des parents qui n'étaient pas intégrés au spectacle. Nous on s'est dit vraiment, il faut vraiment que parents et enfants se retrouvent sur ce projet-là. Ce soit un outil pour favoriser la relation. Parce qu'il y a quand même des vrais messages dans vos... Alors, moi je les connais pas tous, mais il y a quand même des vrais messages, c'est quand même très lié. C'est quoi tu dirais le fil rouge de toutes vos histoires ? Il y a la nature quand même qui est assez présente. Ouais, l'ouverture culturelle. Parce que dès le début on s'est dit on va écrire dans tous les styles.
le jeune public va nous permettre ça, parce que dans nos parcours musicaux, moi j'ai joué du black metal, j'ai joué du reggae, du funk, de la musique trance africaine, enfin voilà, des mélanges électro et tralala. Olivier lui aussi pareil, avait des expériences avec des chanteurs, chansons françaises, il a été musicien de bal et autres, voilà, donc vraiment très très ouvert sur toutes les musiques. Et donc on s'est dit, bah voilà, les chansons d'Olifant, ça va être un coup un tango, un coup un rock, un coup un jazz, un coup un truc complètement acoustique, et c'était ça aussi qui était chouette. Et puis on s'est dit, bah pour du jeune public, voilà, quoi de mieux pour recréer l'attention, de pas toujours être dans un style, quoi. Voilà, des fois, passer du coq à l'âne, ça sert à quelque chose. Oui, c'est vrai que du coup, ça a un côté aussi moins répétitif, en fait. Ouais, tout à fait, ouais. Puis dans le son, ça amène plein de choses. Hein. Ouais. Et du coup, quand tu dis jeune public, là, parce que donc, de tous ces albums dont tu parles, quand tu dis jeune public, c'est à peu près quel âge ? Nous, jeune public, pour nous, il est dès la naissance. Dès la naissance, jusqu'à la SACEM, 10 et jusqu'à 14 ans. Moi, Stéphane, je pense que le jeune public, il va jusqu'au CM2. Parce que après, on rentre au collège, on est pré-ado, et puis après, on devient adulte. Voilà. Okay. Donc, pour moi, c'est l'idée, c'est que ça parle aux enfants de 0 à 12 ans. Et puis après, que les enfants, que les parents ou les ados ou jeunes adultes, quand ils nous regardent, ils se replongent un petit peu en enfance, voilà, et ils retrouvent ce regard d'enfant, parce que nous, ce qui nous éclate à faire du jeune public, c'est d'avoir ce regard d'enfant, en fait. Enfin, qu'on le donne, et puis on le reçoit aussi, forcément, ils sont devant nous. Ouais. Et du coup, donc, si je retourne dans ton parcours, tu as dit que tu avais commencé à 16 ans. Ouais. Donc, tu avais commencé avec la guitare, c'est ça ? La basse, pardon. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré dans la basse ? Est-ce qu'avant, tu étais déjà dans un univers musical quand tu étais petit, ou est-ce que... Alors, moi, j'étais très sportif enfant, donc pour le coup, je jouais de la guitare avec ma raquette de tennis. Voilà. En jouant au foot, etc. Alors, j'ai toujours aimé chanter. J'ai toujours aimé les projets chorales à l'école. J'ai toujours... moi, j'avais flûte à bec au collège, et autant pour des copains, c'était un supplice. Pour moi, c'était toujours cool de bosser mes trucs de flûte traversière, enfin pas traversière, flûte à bec. Donc voilà, c'était bien. En plus, on avait une super prof, qui nous faisait jouer en ensemble et tout. Donc vraiment, j'étais toujours voilà. Et puis mélomane. J'étais à l'aise en fait. J'étais à l'aise. Et puis je me souviens, je crois que à mes 5 ans, j'ai eu des disques, des Forban, des disques de Carlos, voilà. Mais oui, des musiques qui passaient à l'époque. Et aller au tourne-disque, mettre des disques, je le faisais. Après, avec ma sœur, on écoutait des cassettes et des CD dans la nouvelle chaîne IFI que les parents avaient acheté. J'avais eu un poste à Noël et forcément j'écoutais de la musique. Mais le passage, on dirait à l'instrument, ça a été peut-être juste avant mes 16 ans, parce que c'était rentré juste avant 15 ans et demi. Bon. Et parce que donc dans ce que tu fais aujourd'hui, il y a bien sûr le côté effectivement musical de toutes sortes, mais il y a aussi le côté créatif. Et ce côté créatif, il est arrivé quand ? Parce que au début, tu apprends à jouer des instruments, tu écoutes de la musique, tu reçois. À quel moment tu t'es mis à créer tes propres trucs, tes chansons, tes histoires ? Alors, j'ai toujours participé à des projets, je dirais, originaux. C'est-à-dire que effectivement, j'ai été un musicien, on va dire, de reprise, etc., dans différents projets, mais j'ai toujours été attiré vers ceux qui créaient. Donc, et même quand j'ai commencé l'instrument, avec mon pote Seb de l'époque, première répète, on fait 2-3 reprises, et puis après, on délire un peu, et puis on dit il est bien ça, vas-y refais ça. Et puis je me suis très vite pris au jeu, moi, de la création. C'était libre, quoi. Donc je me suis très vite mis à écrire des chansons avec ce premier projet-là. Et les premières chansons que tu as créées, c'était de la création entre guillemets uniquement musicale, où il y avait déjà cette création de paroles des paroles, et puis des choses à chanter. Des histoires. Alors plutôt rock'n'roll, et puis voilà. Et puis après aussi en anglais. Ça parlait de quoi, de tes premières chansons ? Eh bien, mes premières chansons, alors c'était dans le groupe de métal. Donc pour le coup, c'était plutôt autour de déception amoureuse, le rapport à la mort, et puis on va dire l'énergie, la fête, voilà. Mais
traduit en anglais. Alors, Alors attends, parce que moi du coup j'ai envie de revenir sur les détails du coup de déception amoureuse, rapport à la mort. Alors autant de déception amoureuse, c'est vrai que c'est assez classique, on peut le dire. Ouais. Le rapport à la mort, pourquoi le rapport à la mort? Alors parce que dans ce style de musique-là, metal, heavy metal, the death, enfin voilà, je me rappelle plus des paroles. Côté hard un peu. Ouais, côté hard, okay. Voilà, fallait entre guillemets avec les têtes de mort, les tatouages, je suis pas tatoué, mais ça allait dans le décorum quoi. Ok. Voilà. Et ces inspirations, à chaque fois, ça vient un peu de ta vie quand même, ou est-ce que c'était plutôt inspiré des autres artistes? Comment ça arrivait en fait? Sur les premières chansons, c'était les trucs du moment. Alors forcément les déceptions amoureuses, on y met forcément on y pense à ce qu'on a vécu, mais après j'étais jeune adolescent, des histoires d'amour, j'en avais vécu 2 ou 3. Ouais, mais je suis sûre qu'elles étaient très fortes. Ah mais elles étaient très fortes et je suis un grand romantique, y a pas de problème. Mais pour le coup, oui, c'était un petit peu traduit, mais retraduit dans le jargon métal de l'époque. Enfin voilà, c'était refiltré, hein, voilà, et sous couvert aussi de pas livrer trop de choses aux copains, voilà. Mais c'est une façon de s'essayer. Voilà. D'accord, ok. Et après, j'ai toujours participé à des projets de création plutôt originales. J'ai accompagné Machette, un chanteur de la Manche, et puis cette histoire aussi avec La Tête à Toto, où là c'était Romu qui écrivait plutôt les paroles, mais voilà. Et là c'était quoi du coup ces styles-là? Alors Machette, c'était des chansons françaises assez, ça allait du jazz, bossa nova, un peu samba, un peu musique afro, voilà, donc c'était chouette. Et puis quelle belle plume Machette, voilà. Et puis Romu, alors là c'était plutôt rock folk festif. Okay. Donc plutôt plus youpi tralala, mais avec des messages de tolérance, d'ouverture d'esprit, enfin voilà. Mais c'est important pour toi dans la musique, parce que bon, il y a des gens qui sont plus à écouter les mélodies, d'autres qui sont plus à écouter les paroles. Toi on sent qu'il y a quand même alors bien sûr il faut que ce soit mélodieux et ça se sent dans ta musique, mais on sent quand même que les messages dans la musique, dans ce que tu crées, c'est important. Oui, parce que déjà c'est pas parce que c'est des enfants qu'on peut pas leur livrer des messages. Un message universel, ça fonctionne toujours, des messages simples et surtout des mots simples qui servent justement ce message. Quand j'écris le Carigno Train ou Magie des cœurs qui battent et qui s'envolent, l'idée c'est que c'est ça, on est tous ensemble, on est heureux en famille, en amis, et ensemble on avance dans la vie quoi. Donc j'en écris plein, des comme ça, c'est ma marque de fabrique. Oui, c'est ta marque de fabrique, c'est ça. Voilà, donner de la joie aux gens et essayer que chacun puisse aller dans la joie. Voilà. Alors sans prosélytisme. Non, mais voilà, mais une philosophie de vie qui fait qu'on a le smile, qu'on a le sourire, quoi. Ouais. Voilà, on est quand même pas là super longtemps. Autant rire. Ok. Et du coup, donc là, t'en es resté donc avec tes groupes, donc La Tête à Toto. Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Et après La Tête à Toto, on monte Olifant avec Olive. Donc entre deux, à quel moment tu t'es mis à travailler dans des centres avec les enfants? Alors hop, on va faire un petit rembobinage. Hop, machin. Donc voilà, je suis au lycée, j'ai le groupe de métal, tout ça, machin. Je passe mon bac et mon bac, c'est un bac pro dépanneur télé. Okay. Donc je pars travailler sur le Havre. Dans un magasin expert dépanneur télé, voilà tout ça. Donc là le groupe de métal s'arrête parce que chacun part faire ses études et voilà tout ça. Et je me retrouve là-bas, je bosse dans un atelier, c'est bien, tout ça machin, je teste ma vie de jeune adulte, mais bon je me dis que professionnellement quand même, étant formé, voilà, moi j'aimais bien la relation client, aller voir les gens et ça, donc hop, je quitte le Havre, je reviens sur Caen, et à Caen, je deviens livreur chez Darty. Donc là, super. Voilà, je vais voir les petites dames. Tu bouges à droite à gauche. Bonjour madame, on me fait confiance, j'ai ma tournée, je pars tout seul et tout, parce que j'ai aussi besoin de ça. Je supporte pas d'avoir un patron sous l'eau. Voilà, mais qu'on me fasse confiance et qu'on me dise ça roule, machin. Voilà. Et donc voilà, je travaille à Darty, mais je ne signe que des contrats courts pour ne pas m'engager dans un CDI, malgré des propositions. Vous faites la coupure, je préfère des CDD. Et je pars au ski pour la première fois, parce que j'avais jamais été au ski avec mes parents quand j'étais petit. Donc pour le coup, je pars avec des copains, donc sur mes premiers salaires, ça. Et là, je rencontre Mathias qui me dit mais Stéphane, mais viens bosser dans les quartiers à Flers, tu vas t'éclater avec les gamins, tu feras de la zik, tu feras d'autres trucs et tout. T'es sûr et tout, mais viens et tout machin. Parce que t'avais jamais travaillé avec les enfants. J'ai jamais travaillé avec les enfants, jamais. Okay. Donc à Flers.
J'essaye, et là, super. Alors, révélation, envie. C'est juste ah ouais, c'est cool. Et puis c'était un public ado là pour le coup. Ah non, un public petite enfance. Okay. Je me retrouve avec des enfants. Alors là c'était le centre de loisirs maternels, donc c'était 3-6 ans quoi. Okay. Et là super quoi. Et puis je rencontre d'autres animateurs, des éducateurs, etc. Voilà. Et là je me dis alors je vais faire ça. Et puis on me parle d'une formation intervenant musique et tout ça machin. Donc là pour le coup je me rends compte que je peux accéder à la formation parce que j'ai assez de droits chômage, tout ça machin. L'organisme de formation, c'est Musique Expérience à Ducé. Et donc pour le coup, c'est là-bas que je m'en vais faire ma formation d'intervenant musique. Donc c'est une formation sur 1 an. Et là, si je peux parler d'une révélation, oui. La Musique Expérience, parce que tout se met en ordre dans ma tête. Alors tout l'aspect, on va dire, réfléchi sur l'éducation populaire, comment on mène un projet, qu'est-ce qu'on amène au public, comment on le fait réfléchir, comment soit on se positionne, etc. Donc ça c'était passionnant. Plus toutes les techniques musicales, que ce soit de polyrythmie, de chorale, etc., m'a permis vraiment je me suis ouvert, des nénuphars quoi. Voilà. Des lumières qui sont allumées de partout. Non mais voilà, c'était super. J'ai rencontré des gens super, des formateurs incroyables, Dominique Gaillet, François Lemonnier. Enfin voilà, c'est là-bas aussi que j'ai rencontré Bubu, avec qui. Donc avec qui tu ferais Olifant et après. Voilà, c'est ça. Et donc là de cette formation là, donc là j'ai 21 ans, presque 22. J'ai mon diplôme et je finis la formation, je valide pas le diplôme. Et pour le coup, je monte un poste, je vais voir une association sur Flers, l'association Musique Azimut, qui m'a fait confiance. Et eux, ils organisaient un festival sur la communauté d'agglomération du Pays de Flers. Je leur dis voilà, je vais être intervenant en musique. J'ai déjà 2-3 structures qui sont prêtes à travailler avec moi. Est-ce que vous voulez être mon porteur salarial et moi, au sein de l'association, on va pouvoir développer une partie programmation jeune public qu'ils avaient déjà, peut-être complétée par des ateliers. Enfin voilà, on avait une envie commune. Enfin tout ça, ce que je leur ai proposé les intéressait. Donc pour le coup, ils m'ont dit banco. J'ai créé mon poste. Au bout de 3 ans, j'avais quasiment un temps plein. Voilà, donc c'était super chouette. Là pour le coup j'écris mes premières chansons jeune public, mais quand j'écris mes premières chansons de jeune public, en fait je les écris parce que je veux pas faire des reprises, parce que je travaille dans les écoles, je travaille dans les crèches, je travaille et je me dis on m'a demandé je penserai toujours à Papa Boyko, on m'a dit mais je veux une chanson africaine, mais je veux pas celle-là, je veux pas celle-là, je veux pas celle-là, je veux pas celle-là, entre guillemets celle-là, les plus connues du répertoire jeune public. Je fais là, va falloir que j'invente. À l'époque, je jouais toujours avec Tonio, etc., un artiste africain malien que j'accompagnais aussi au niveau amateur, mais voilà, on jouait quand même une bonne dizaine de fois ensemble l'année. Et chemin faisant, j'ai des mélodies qui me viennent dans la tête, et clac, je sors Papa Wego. Donc tout de suite, elle est super celle-là, mais c'est qui l'a... C'est moi qui l'ai écrite. Voilà. En fait, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a vraiment déjà cette notion de... Donc dans ce que tu apportes aux enfants, en fait, tu leur apportes l'ouverture musicale, culturelle, mais il y a vraiment cette histoire d'interculturalité aussi, pas que musicale en fait. Il y a vraiment cette envie d'ouvrir les esprits. Tout à fait. Enfin, la musique doit, pour moi, servir à ça en premier, quoi. Et en plus, les mots qui sont utilisés dans une chanson, si c'est une chanson avec du texte, effectivement, ils doivent servir à ouvrir l'esprit. Enfin, ça c'est mon avis. Ouais. Et justement, donc tout ce que tu as pu apporter à ces enfants, mais j'imagine que ça t'a aussi apporté à toi en tant qu'être humain de travailler avec eux. En quoi ça t'a changé de travailler avec les enfants, avec les jeunes publics ? Mais les enfants sont sincères. Un enfant, il triche jamais. Enfin, façon de dire. Il est authentique, quoi. Il est authentique, il est vrai, il est juste. Si ta chanson est nulle, elle est nulle. Non mais voilà. Et il va pas te le dire pour te faire mal, pour te blesser. Il va te le dire parce que c'est ce qu'il ressent. Point barre. Donc, faut apprendre à recevoir des enfants. Après, moi, les enfants, j'adore les observer. Mais alors oui, moi, je pense qu'une qualité de l'artiste, c'est être capable d'observer et de retranscrire ça avec un outil. Moi, mon outil, c'est la musique, c'est les mots. Voilà, j'observe, je vois ce qu'il y a. Tu veux dire les besoins des enfants ? Ouais, et puis ressentir ce qui nous livre, mais ce qui nous livre pas forcément à nous, ce qui se livre entre eux, J'observe mes enfants quand ils sont tout seuls, je les écoute, je me mets à
mon bureau, ils sont en train de jouer et je les écoute et j'écoute leur façon de communiquer. Voilà, c'est la meilleure façon de les connaître. Et effectivement, il faut vivre des choses avec eux, mais il faut passer du temps à les observer et à les écouter. Et alors du coup, le avant-après enfant dans ta vie, ça donne quoi ? Qu'est-ce que si tu devais mettre des mots, par exemple, imagine 5 mots des choses qui ont changé en toi depuis que tu travailles avec les enfants, que tu as des enfants dans ta vie. Ouais. Alors 5 mots. Enfin, je sais pas. Est-ce que au final, ça n'a pas été un chemin que j'ai pris? Et que insidieusement je me dirigeais vers ça pour me compléter, pour me remplir, pour aller voilà, ma vie est encore plus passionnante depuis que j'ai mes enfants. Donc je pense que c'est une histoire de passion. En fait, c'est que alors j'ai toujours été quelqu'un de passionné. T'as combien d'enfants du coup toi ? 3. Okay. 2 beaux enfants et un enfant. Voilà. Okay. Mais tes enfants. C'est tellement touchant de se faire adopter par des enfants que pour le coup, je les vois comme mes enfants. Ouais, je pense que c'est plus une espèce de passion, une passion de comprendre, une passion d'observer, une passion de décortiquer, et puis tous les enfants sont différents, comme tous les êtres humains. C'est tellement une source presque inépuisable d'être avec des enfants. Donc, je sais pas s'il y a eu une révélation. C'est effectivement quand j'ai rencontré les enfants, je me suis dit mon chemin il ira par là, et là-dedans, je me suis ouvert à chaque opportunité. Il y en a d'autres que j'ai fermées. On m'avait proposé par exemple d'intervenir sur du public plus difficile, du public adolescent, des ados en difficulté, etc. Moi, je ne me sentais pas en mesure je me sentais pas armé. Je pense que j'étais trop fragile à l'intérieur, ou en tout cas, peut-être que ça pourrait faire trop vite monter mon volcan. Oui, je comprends. Parce que je suis comme tout le monde, je suis humain, hein, et des fois, je suis envahi par la colère. Hein. Et des fois, c'est mes enfants qui la provoquent, la colère. Voilà. Donc. Et justement, tu parles de colère. Est-ce que les enfants t'ont entre guillemets aidé à gérer cette colère et à comprendre ta propre colère à l'intérieur ? Il y a plein d'événements dans ma vie qui m'ont aidé à gérer mes colères. Il y a déjà les événements qui l'ont créé. Je crois que plus je vieillis, plus je m'en débarrasse. C'est cool. C'est-à-dire que et même la colère, oui, alors je peux être un râleur immédiat. Voilà, je peux être voilà, mais voilà, voilà, les grosses colères. Oui, l'élection de Trump m'a mis en colère. Voilà, mais c'était une grosse colère où toute la soirée j'étais, enfin la journée parce que c'était le matin, mais j'étais bon bref. Choqué voilà. Aussi quoi. Oui, choqué, ouais, entre choqué et en colère. Ok, alors attends, est-ce qu'on a fini dans le parcours ? Parce que du coup, on est parti sur autre chose. Donc tu as créé Olifant, on était resté là, je crois, dans ton parcours. Donc depuis Olifant, est-ce que tu peux nous raconter ? Parce que alors, moi, en off, tu m'as expliqué que la construction de ce groupe, c'est sous forme d'arbre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu au micro ? Alors, l'arbre, il s'est fait au fur et à mesure, hein, parce qu'au début, c'était juste une petite graine qu'on a fait pousser, donc avec le premier album, La Boîte à Zik. Donc on sort en 2010. Un spectacle du même nom qui est un concert jeune public, voilà, où on fait participer les enfants. Et dans la foulée de cet album-là est arrivé Le Voyage fabuleux de Théophile. Donc là, qui est une histoire en chanson, qui est pas du tout un spectacle debout, voilà, où on participe, mais c'est plus assis à écouter. Et donc après, justement, Le Voyage fabuleux de Théophile, on a voulu revenir pour compléter les chansons du concert, parce que il était très demandé, et puis les gens, quand est-ce qu'il y a des nouvelles chansons ? T'inquiète, ça arrive. Voilà, on a créé la suite de La Boîte à Zik qui s'appelle Zikomatique. Voilà, on reprend la dernière syllabe, on la continue. Et c'est là qu'on s'est dit, effectivement, ça fait comme un tronc. Il y aura un tronc de concert jeune public qui va avancer avec le temps, et puis il y aura des petites branches de spectacles un petit peu différents de celui qui fait notre base, quoi. Voilà, le concert jeune public. Parce que juste, je me permets de t'arrêter, quand tu dis album, en fait, c'est pas juste album. C'est-à-dire que ce que toi t'appelles un album, il y a vos chansons, mais c'est un spectacle, c'est vraiment à vivre en fait. Oui. C'est vraiment
Enfin, moi, pareil, je les connais pas tous, mais il se passe vraiment quelque chose en plus dans les concerts, parce qu'effectivement, c'est une histoire, parce qu'il y a une mise en scène. Enfin, je vois le dernier que j'ai vu là, avec les cow-boys et tout. Enfin, c'est pas juste un album. C'est pas juste un album. Alors voilà, les albums, La Boîte à Zik a donné un concert, Théophile a donné une histoire en chanson, Zikomatic a nourri le concert, Mister Darius est un concert ciné-aventure. Voilà, donc là où on a créé le scénario, on a créé toutes les images d'animation, c'est Bubu qui les a réalisées. On a créé les chansons, bien sûr, tous ensemble. Après Mister Darius, on est revenu à Tikanaï. Donc Tikanaï, c'est du concert jeune public. Et après Tikanaï, on a écrit À l'Ouest, je te plumerai. Donc là, c'est un concert western de rue, c'est un concert théâtralisé. Voilà. Oui, effectivement. Donc là, il est fini, ou est-ce que ça continue encore? Parce que ça dure combien de temps quand il y a un spectacle comme ça qui... Alors nous, en général, les durées d'exploitation des spectacles sont de 4 à 5 ans. Okay. C'est-à-dire qu'entre la sortie et je dirais l'album qui pourrait soit le remplacer ou le suivant, oui, il y a 4-5 ans. D'accord, donc là concrètement, si quelqu'un dit « Oh, Olifant, c'est très bien, je vais faire venir, je sais pas, dans telle ville », ça peut être de n'importe quel spectacle en fait. Ah oui, il n'y a pas de date limite. Les 4 spectacles tournent. Théophile, il a maintenant, Théophile est à 12 ans et on le rejoue encore cet hiver. Ok. Voilà. Et justement, alors là, on va parler un peu plus concret. Ça se passe comment, justement, le travail, comment ça se passe en tant que musicien dans un groupe? Parce que là du point de vue extérieur, c'est cool, on se dit c'est trop bien, les musiciens ils vont partout, trop bien, alors on en dit machin, mais en fait comment ça se passe? Est-ce que c'est si facile d'être musicien dans un groupe? Eh bien il ne suffit pas que d'avoir des bonnes chansons, il ne suffit pas de savoir bien les jouer sur scène, il faut aussi pouvoir les diffuser, trouver des dates pour pouvoir produire les spectacles. Et trouver des dates, alors par exemple, trouver des dates c'est quoi? Alors trouver des dates, par exemple on va prendre une semaine type de Stéphane. Et ben la semaine type de Stéphane, c'est un lundi où je passe la journée à solliciter des programmateurs, à faire la compta de la semaine de l'avant parce qu'on a fait 2 concerts, il y a des frais de déplacement, etc. Voilà, d'anticiper, je sais pas moi, des tournages de clips ou etc. Prendre du temps, voilà pour ça. Donc une journée entre communication administratif, on va dire, et réflexion de projet. Mon mardi est consacré aux interventions en petite enfance, donc voilà, avec un mardi après-midi aussi encore un petit peu communication, gestion, administration. Un mercredi qui est rempli de bonjour Stéphane Olifant, alors je vous avais appelé il y a 2 semaines, est-ce que vous avez eu le temps de regarder le mail avec nos spectacles? Ah non, vous n'avez pas eu le temps, bon je rappellerai. Ah oui, il n'est pas là, je la rappellerai. Voilà, donc ça c'est ça. Le jeudi c'est une journée plutôt musicale, voilà, donc soit je répète là avec Mick sur le prochain spectacle, où je travaille moi à la maison, et le vendredi rebelote, gestion, administration, souvent je cale mes rendez-vous ou autres. Donc dans cette gestion administration, ça veut dire qu'en fait c'est toi qui vas chercher les lieux qui pourraient éventuellement t'engager entre guillemets. Voilà, c'est ça, c'est que j'envoie suivant déjà les premières dates qu'on a parce qu'il y a des dates qui entre guillemets qui tombent toutes seules, où les gens nous contactent parce qu'ils nous connaissent. Parce que t'es connu un peu quand même. Parce qu'on est un petit peu connu, ou parce que ils avaient reçu un mail de com il y a 1 an et puis ça y est, ils me recontactent. Voilà, mais moi je sais que j'ai des salles au téléphone, ça met 3 ans à avoir un concert. Oui, mais cette année c'est pas jouable parce que j'ai booké tel. Ah oui, rappelle-moi septembre de l'année prochaine, et voilà. Et puis là faut. C'est le temps que ça se mette en place en fait. Et puis surtout faut avoir des documents où on note rappeler tel jour, telle heure, telle personne, et puis entre deux vous avez aussi les changements d'équipe. Et c'est forcément sous forme de concerts avec beaucoup de personnes, ou est-ce que ça peut être dans des endroits plus petits avec moins de monde, ou quand il n'y a pas de format tout fait à l'avance? Nous il n'y a pas de format. Nous on a des versions trio, comme par exemple Théophile, où voilà, on peut être à 3 en acoustique, comme on peut être à 7 avec Mister Darius, avec l'écran, tout ça, dans une salle, en extérieur. Enfin voilà, nous il y a tout type de... Tout est possible, imagine. Oui, voilà, on peut jouer partout. C'est vrai qu'on est tout terrain. Okay. Et on aime bien. Ouais, ok. Donc voilà. Donc là, concrètement, quelqu'un qui voudrait... Alors, j'essaie je me mets vraiment à la place, que moi, par exemple, j'y connais rien, et donc du coup, j'essaie vraiment de comprendre. Quelqu'un qui voudrait vous avoir en spectacle, ça peut être dans des lieux privés ou des lieux publics. Ça peut être la mairie qui vous fait venir, tout comme ça peut être dans une salle de spectacle, des choses comme ça. Partout. On a même joué en néonate.
Ok. Oui, voilà. Alors, c'était dans le cadre d'un projet qu'on faisait à l'hôpital, Cool. où on avait proposé d'aller jouer dans les jambes des enfants, parce qu'il y avait des enfants qui étaient hospitalisés. Ouais. Et puis, l'équipe médicale nous dit, est-ce que vous voulez jouer en néonat? Oh, bah super. Alors, bien sûr, on n'a pas joué au milieu des bébés, parce que voilà, on avait quand même peut-être des virus sur nous, mais à travers les vitres, et puis surtout, eux, ils renvoient le son, et voilà, c'est super. Donc, on joue partout. On a même joué à l'Ouest. En fait, on était programmé, donc c'était l'année dernière, on était programmé au musée du Poiret. Et là, on doit jouer, mais il tombe des cordes et des cordes et des cordes. Et on dit, non, on va pas annuler, Alors ça, c'est les organisateurs, Ouais. Voilà. Écoutez, on peut jouer dans une salle. Et, mais on avait une salle où on pouvait pas rentrer avec le décor. Ah oui. Et donc pour le coup, on a quand même fait le spectacle en acoustique, avec les instruments quand même branchés, etc. Les gens ont adoré. C'est authentique. Et ils étaient 40, et nous on était tous serrés, mais l'espace scénique, alors vous n'entendez pas vous à la radio, mais T'éloignes pas du micro. on avait 3 mètres sur 2. Enfin, Ouais. pour ceux qui ont vu le spectacle à l'Ouest, on est quand même plus à l'aise quand il y en a 6 par 7, quoi. Voilà. Ok. Donc D'accord. Et du coup, là, tu disais tout à l'heure qu'il y en a un spectacle qui va arriver bientôt. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Eh bien oui, donc c'est l'histoire de Petit Brin et le chemin. Donc c'est une balade contée à partir de 1 an et à vivre en famille bien sûr. Et cette idée de Petit Brin sur le chemin, ce petit brin d'herbe qu'on va cueillir sur le chemin, c'est notre personnalité. Et le chemin, c'est notre histoire. Et donc ce petit brin, il va aller sur le chemin à la rencontre de son monde, d'un escargot, d'une puce, d'un moustique, d'un chat, d'un crapaud, d'une grenouille. Voilà. Et tout ça pour livrer un message universel. C'est nos choix sont les couleurs qui dessinent notre chemin. D'accord, donc là c'est avec Mick, vous êtes tous les deux. On est tous les deux. Donc c'est création musicale. Ouais. Alors ce ne sera pas qu'un album, justement, ce sera des chansons, forcément, qui seront écoutables en ligne. Et en support physique, on va créer un livre avec Léa, qui est notre illustratrice, et qui nous a déjà présenter ses premiers dessins qui sont vraiment très jolis, voilà, de ce petit brin qui va se balader sur le chemin. Donc l'idée c'est de faire un livre audio où il y aura l'histoire et sur les pages où seront les paroles des chansons et les illustrations forcément. Et vous, avec un QR code, vous pourrez aller avec votre QR code écouter la chanson et continuer après la lecture avec vos enfants. Et donc ça restera un spectacle et un livre. C'est un spectacle et un livre, parce que effectivement le spectacle va être proposé par Mick et moi, où nous allons incarner Brindille et Marmule. Donc Brindille et Marmule, deux ingénus, deux diplômés de l'école buissonnière, spécialité histoire de l'arbre, option musicien en herbe. Voilà. D'accord, ok. C'est un très chouette projet. Moi j'ai hâte d'acheter le livre personnellement. On verra ça. Donc c'est pour quand ça? Ça c'est pour décembre 2025. Okay. Voilà. J'attends un petit peu. Voilà, un petit peu. Ok, ça marche. Et est-ce que pour conclure, tu aurais un message pour le monde? Qu'est-ce que ce serait ton message pour le monde toi aujourd'hui? Que le monde soit en joie. Voilà. Et ce serait quoi pour que le monde soit en joie, quelles seraient tes recommandations? Que le monde regarde son histoire, parce que ce qui m'attriste dans le monde dans lequel on vit, c'est que l'humanité ne fait que répéter son histoire, répéter. Alors je sais que tout est cycle, moi aussi j'aime bien faire du vélo, mais là il y a un moment il va falloir arrêter certains cycles. Voilà. Ok, merci pour ce message. Puis merci d'avoir répondu à mes questions, c'est chouette, merci de m'avoir reçu, et puis peut-être à bientôt du coup. Merci Sidonie. Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des épisodes à venir. À bientôt!